En 1532, l'Empire ottoman lança une nouvelle campagne. Cette fois, l'objectif était d'aller plus loin en Europe centrale et d'effacer Vienne après les échecs précédents. L'Empire avança avec une armée massive et des armes lourdes, artillerie, cavalerie, ingénieurs de siège. Tout indiquait une seule conviction. Cette fois, Vienne tomberait et le prestige ottoman serait rétabli. Mais pour que la campagne réussisse, rien ne devait être laissé derrière. Chaque route devait être dégagée, chaque point fortifié sur le chemin devait être éliminé. L'un d'eux était Kőszeg, une petite ville frontière avec moins d'1 millier de défenseurs. Un endroit censé se rendre comme tant d'autres. Personne ne s'attendait à ce qui suivit. Au lieu de s'effondrer, Kőszeg résista. Les jours devinrent des semaines. Les canons ottomans martelèrent les murs jour et nuit. Les assauts se succédèrent encore et encore. Ce qui aurait dû être une brève halte devint un siège prolongé. Et finalement, une ville qui aurait dû tomber en silence devint l'endroit où l'avance ottomane s'arrêta et où une campagne destinée à changer l'Europe fut contrainte de prendre fin. En Europe centrale, au début des années 1530, la paix relevait davantage de l'illusion que de la réalité. Les combats avaient cessé, mais rien n'avait été réglé. Lorsque l'armée ottomane se retira de Vienne en 1929, l'Europe poussa un soupir de soulagement. Mais seulement pour un instant, la ville avait survécu. Pourtant, aucun traité ne suivit, aucune frontière ne fut définie, aucun équilibre ne fut rétabli. À la place, la région demeura suspendue entre la peur et l'inévitable. Du point de vue ottoman, le retrait de Vienne ne constituait pas une défaite au sens habituel. Ce furent ainsi le climat, la distance et les contraintes logistiques qui s'étaient imposées, non un effondrement de la puissance impériale. L'armée avait démontré qu'elle pouvait atteindre Vienne. Ce qui restait en suspens, c'était la question essentielle. Pouvait-elle achever ce qu'elle avait commencé ? Dans les années qui suivirent, la Hongrie fut morcelée. Des rois rivaux revendiquaient l'autorité. Les forteresses changèrent de main. Les loyautés dépendèrent de la proximité, de la pression et de la survie. Pour les Ottomans, cette instabilité n'était pas un obstacle, c'était une invitation. Une frontière divisée signifiait l'absence de résistance unifiée. Et l'absence de résistance unifiée signifiait une opportunité. Pour Soliman le Magnifique, cette incertitude ne pouvait pas se figer dans la durée. Un empire bâti sur l'expansion ne peut se permettre des fronts laissés sans résolution. Laisser Vienne sans réponse année après année risquait de transformer un revers temporaire en symbole de limite. Le facteur du temps était tout aussi déterminant. À travers l'Europe, les défenses évoluaient lentement. Les fortifications s'amélioraient, des alliances prenaient forme, même imparfaitement. Chaque année de retard réduisait l'avantage ottoman. Ce qui devait être fait devait l'être avant que la résistance ne s'organise pleinement. En 1532, la décision n'était plus théorique, la nouvelle avancée ne fut pas conçue comme un pari irréfléchi, ni comme une simple répétition de 1529. Elle prit la forme d'une campagne maîtrisée destinée à réaffirmer la domination le long de la frontière hongroise, à éliminer les foyers de résistance et à rouvrir la route vers l'ouest dans de meilleures conditions. Si Vienne pouvait être de nouveau mise sous pression rapidement, l'Europe pourrait se fissurer sous l'effort. Les préparatifs commencèrent des mois avant le départ de l'armée. Les ordres furent envoyés à travers l'Empire. Des troupes affluèrent depuis des provinces lointaines. Les ingénieurs préparèrent le matériel de siège. Les lignes de ravitaillement furent tracées, protégées et renforcées. Ce n'était pas le bruit d'un empire qui se précipite, c'était celui d'un empire qui corrige une pause. De l'autre côté, dans les régions frontalières, on comprit ce qui allait venir bien avant que les bannières n'apparaissent. Les petites forteresses n'espéraient pas de secours, elles s'attendaient à l'impact. Leur rôle n'était pas de vaincre, mais de ralentir, de forcer l'armée ottomane à gaspiller du temps, des efforts et de l'attention là où elle ne pouvait se le permettre. Parmi ces lieux se trouvait Kőszeg, connue des chroniqueurs occidentaux sous le nom de Günz. Elle n'était pas grande, elle n'était pas lourdement armée et elle n'avait jamais été destinée à affronter tout le poids d'une campagne impériale. À l'approche de l'été, les colonnes ottomanes commencèrent enfin à se mettre en mouvement. L'avant-garde s'élança la première. Éclaireurs, cavalerie,
ingénieurs testant les routes, sécurisant les passages, ouvrant la voie. Derrière eux avançait la masse, devant eux s'étendait la frontière. Et à l'extrémité de cette frontière, de petites villes attendaient, pas encore attaquées mais déjà à court de temps. L'avancée ottomane de Zil 532 n'était pas un raid, c'était le déplacement complet d'un empire. L'objectif de la campagne était clair dès le départ. Il ne s'agissait ni de pression ni de négociation. La route menait vers l'ouest et au bout de cette route se trouvait Vienne. L'intention était simple et définitive. L'atteindre, la briser et l'éliminer à jamais comme menace. Lorsque l'armée ottomane entra en Hongrie occidentale, son ampleur était écrasante. Les sources contemporaines divergent, mais la plupart décrivent une force de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, peut-être plus de 100 000 si l'on inclut la logistique et les unités de soutien. Infanterie, cavalerie, artillerie, ingénieurs et colonnes de ravitaillement s'étiraient derrière l'avant-garde comme un État en marche. Une armée de cette taille ne pouvait tolérer aucun danger sur ses flancs. La marche vers Vienne reposait sur des routes sûres, des lignes de ravitaillement continues et une communication permanente. Laisser une ville fortifiée derrière soi, surtout près de la frontière, signifiait s'exposer à des raids, à des ruptures logistiques et à une pression venant de l'arrière. Même une petite garnison, si elle était ignorée, pouvait ralentir toute la campagne plus tard dans des conditions bien plus défavorables. Pour une opération fondée sur la vitesse et l'élan, ce risque était inacceptable. La route devait être nettoyée et sur cette route se trouvait Kőszeg. Lorsque l'avant-garde ottomane atteignit la région au début du mois d'août, sa mission était simple. Les éclaireurs avancèrent, la cavalerie sécurisa le terrain environnant, les ingénieurs commencèrent leur relevée. Vue de l'extérieur, la forteresse ne paraissait pas impressionnante. Une petite ville, des murailles modestes, aucune artillerie lourde visible. Face à une armée impériale de cette envergure, cela semblait être un problème rapidement réglé. À l'intérieur de Kőszeg, les chiffres racontaient une toute autre histoire. L'ensemble des forces défensives ne comptait que 700 à 800 hommes, soldats et civils armés confondus. Le commandement revenait à Nicolas Juricic, officier de métier, aguerri par les guerres de frontières et parfaitement conscient de sa situation. Il n'y avait aucune réserve, aucune armée de secours en attente à proximité. Tout ce qui se jouerait ici dépendrait uniquement de ceux déjà derrière les murs. Juricic comprit immédiatement le déséquilibre. Il en comprit aussi l'enjeu. Chaque jour de résistance à Kőszeg offrait un jour de plus à Vienne pour se préparer. Si Kőszeg se rendait, la route vers l'Europe centrale serait ouverte. La décision dès lors était inévitable. Kőszeg combattrait. Juricic ne se prépara pas à une bataille décisive. Il se prépara à durer. Les portes furent scellées très tôt. Des gardes furent remplacés volontairement là où les éclaireurs ottomans pouvaient les voir. L'objectif n'était pas la provocation, mais la clarté. Cette forteresse n'ouvrirait pas ses portes simplement, parce qu'une grande armée était arrivée. Les préparatifs furent calmes et méthodiques. Les armes furent bartrifiées et redistribuées. La poudre et les projectiles furent comptés et rationnés avec soin. Les sections les plus faibles des murailles furent renforcées avec du bois, de la terre et tout matériau disponible. Les civils furent organisés en équipes de travail. Certains transportèrent des vivres, d'autres réparèrent les dégâts, d'autres encore dégageaient les passages intérieurs pour faciliter les déplacements. Toute personne capable de travailler reçut une tâche. La panique était un luxe qu'ils ne pouvaient se permettre. À l'extérieur des murs, la présence ottomane s'épaississait chaque jour. Les camps s'étendaient. Les ingénieurs marquaient les futures positions d'artillerie. Des messagers repartaient vers l'armée principale en approche, porteurs de la même conclusion. La forteresse était petite, mais les portes étaient closes et elle était en alerte. À la fin de cette phase, les deux camps comprenaient clairement la situation. Kőszeg ne serait pas contournée et elle ne se rendrait pas à la première sommation. L'avant-garde ottomane avait terminé son évaluation. L'étape suivante serait la pression. Le passage de l'observation à l'action ne fut pas spectaculaire. Il fut réfléchi. Une fois la décision prise de s'emparer de Kőszeg par la force, l'armée ottomane entra dans un rythme bien connu. Les ingénieurs avancèrent les premiers.
Les tranchées commencèrent à entailler le sol centimètre par centimètre, disposés en biais pour réduire l'exposition au feu des murs. Des retranchements prirent forme, des poutres furent traînées et mises en place. Le siège se construisait. Il n'était pas précipité. Puis l'artillerie entra en action. Les canons ottomans furent installés avec méthode, non pour l'effet mais pour la pression. Les premiers tirs furent mesurés. Ils testèrent sur les murailles, cherchèrent dans les points faibles et adressèrent un message clair à la forteresse. Ce ne serait pas une rencontre brève. À l'intérieur des murs, les défenseurs ressentirent immédiatement le changement. La pierre trembla, la poussière tomba des plafonds, le bruit seul était épuisant. Nicolas Juricic comprit que la phase initiale d'un siège était souvent la plus dangereuse, non à cause de la destruction, mais à cause de la peur. Si le moral s'effondrait trop tôt, les murs n'auraient plus aucune importance. Il maintint donc ses hommes concentrés. Le feu de riposte fut contrôlé et limité. Les munitions étaient trop précieuses pour être gaspillées en démonstrations inutiles. Lorsque les troupes ottomanes s'approchèrent des murs, les défenseurs répondirent avec précision. Coups de mousquet, carreaux d'arbalète, pierres jetées depuis les remparts. Non pour gagner du terrain, mais pour le refuser. Les Ottomans lancèrent leur première tentative directe peu après. De petits groupes d'assaut avancèrent avec des échelles, testant les réactions, cherchant la moindre hésitation. Ils furent repoussés à chaque tentative. Les échelles furent rejetées, des hommes tombèrent. Ces attaques n'étaient pas encore destinées à briser la forteresse, mais elles révélèrent quelque chose d'inattendu. La garnison était toujours organisée, toujours disciplinée, toujours combative. Les jours passèrent, le bombardement se poursuivit. Des sections de murs se fissurèrent sans s'effondrer. Des incendies éclatèrent, rapidement maîtrisés par des civils travaillant aux côtés des soldats. Les blessés furent retirés et remplacés par d'autres, déjà éveillés depuis trop longtemps. Pour les défenseurs, chaque jour gagné semblait emprunté. Pour les assiégeants, chaque jour passé ici paraissait gaspillé. Le déséquilibre des forces ne faisait aucun doute. L'armée ottomane pouvait faire tourner ses unités, absorber les pertes et continuer. Koceg ne le pouvait pas. Chaque perte amincissait une ligne déjà fragile. Chaque heure sapait les forces. Pourtant, la forteresse ne tomba pas. À la mi-août, la frustration commença à s'installer dans le camp ottoman. Ce qui devait prendre quelques jours s'étirait désormais sur des semaines. Les réserves diminuaient, les fenêtres météorologiques se refermaient et l'objectif principal, Vienne, restait devant eux, intacte. Koceg était devenue plus qu'une cible. Elle était devenue un problème. Chaque assaut manqué imposait de nouveaux calculs. Plus de canons, plus de pression, plus de temps. Et le temps était précisément la ressource que cette campagne ne pouvait se permettre de perdre. À l'intérieur de la forteresse, la situation était désespérée mais limpide. Aucun secours n'était arrivé. Aucun mur ne s'était renforcé par miracle. Il n'y aurait pas de tournant, sinon l'endurance. À mesure que les combats s'enlisaient, une vérité s'imposa aux deux camps. Il ne s'agissait plus d'une petite ville. Il s'agissait de savoir si l'élan pouvait être brisé par des hommes qui n'avaient plus rien à offrir, si ce n'est leur refus. À la fin du mois d'août, le siège avait atteint un point que le commandement ottoman n'avait pas prévu. Koceg tenait toujours. Les murs étaient endommagés, certaines sections étaient fissurées, les défenseurs étaient épuisés et à court de ressources, mais la forteresse ne s'était pas effondrée. Ce simple fait commençait déjà à transformer la campagne. Pour une armée de dimension impériale, le temps n'est jamais neutre. Chaque jour supplémentaire consommait des vivres, du fourrage et des forces. Chaque retard réduisait la marge avant que le climat et la distance ne cessent d'être des contraintes pour devenir des ennemis. Le camp ottoman commença à ressentir cette pression. Le tir d'artillerie s'intensifia. Les canons furent déplacés afin de concentrer le feu sur les portions affaiblies des murailles. Les groupes d'assaut furent engagés avec plus d'urgence, non parce que la réussite était assurée, mais parce que la patience s'épuisait. À l'intérieur de la forteresse, la situation était sombre. Nicolas Juricic connaissait les limites. Les munitions diminuaient, beaucoup de défenseurs étaient blessés, certains combattant à travers une douleur qui ne s'atténuait plus avec le repos.
Les civils travaillaient sans relâche, réparant les dégâts sous le feu, transportant l'eau et les provisions à travers la fumée et les décombres. Il n'y avait plus d'illusion. Si les murs cédaient entièrement, la défense s'effondrerait rapidement. Et pourtant, la forteresse continuait de refuser aux Ottomans une victoire nette. C'est à ce moment précis que le siège cessa d'être un problème local pour devenir un problème stratégique. L'objectif principal de la campagne, Vienne, demeurait intact. Chaque jour passé à Koszeg était un jour perdu dans l'avance vers l'ouest. Les rapports remontaient à la chaîne de commandement, les calculs évoluaient. La campagne commençait dans la confiance, se heurtait désormais à une réalité inconfortable. Même si Koszeg tombait le lendemain, le mal était déjà fait. Le calendrier avait basculé, l'avance était ralentie, les options se réduisaient. Pour Soliman le Magnifique, la décision ne relevait plus de l'orgueil ni du châtiment. Elle relevait du risque. Poursuivre l'offensive tard dans la saison, face à une Vienne désormais plus vigilante et mieux préparée, impliquait des conséquences bien plus graves que le temps déjà perdu. Le siège se poursuivit, mais son sens avait changé. Koszeg ne se contentait plus de résister, elle imposait un choix. Et dans la guerre, contraindre un adversaire puissant à choisir, surtout sous la pression, peut compter plus que n'importe quelle brèche ouverte dans un mur. Dans les derniers jours d'août, le commandement ottoman dut faire face à une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Koszeg avait consommé bien plus de temps que prévu. Les réserves étaient entamées à un rythme impossible à soutenir. La saison changeait et chaque kilomètre vers l'ouest comportait désormais un risque croissant. La forteresse résistait encore, mais plus important encore, la campagne elle-même perdait sa cohérence. Poursuivre l'avance signifiait approcher Vienne tard dans la saison face à des défenses renforcées, avec des lignes de ravitaillement étirées et aucune marge d'erreur. Une victoire décisive n'était plus garantie. Ce qui subsistait, c'était le danger de s'enliser dans une lutte prolongée ou pire encore. Alors, la pression commença à se relâcher. Le feu de l'artillerie ralentit. Les assauts devinrent moins fréquents. Les unités commencèrent à se repositionner non vers l'avant, mais latéralement et vers l'arrière. Les camps furent réorganisés. Le matériel fut préparé pour le mouvement, non pour l'attaque. À ce stade, le commandement ottoman prit une décision stratégique. Le siège serait levé, l'armée se retirerait de Koszeg. L'ordre ne fut pas annoncé publiquement. Il n'y eut aucun signal de victoire ou de défaite. Le retrait se déroula par étapes, sous contrôle étroit. L'artillerie fut retirée en premier. Les camps les plus proches furent démontés. Les unités avancées quittèrent progressivement des positions qu'elles occupaient depuis des semaines. À ce moment-là, les combats étaient pratiquement terminés, même si les défenseurs à l'intérieur de la forteresse ne pouvaient pas encore en être certains. Nicolas Juricic ne célébra pas, il n'ouvrit pas les portes. Il attendit. Ce n'est que lorsqu'il devint indiscutable que les forces ottomanes se retirèrent de toute la région que la réalité s'imposa enfin. Le siège était terminé, non par la victoire, non par la reddition, mais par le retrait. Les défenseurs avaient survécu. Ils émergèrent dans une ville marquée par des semaines de feu et d'épuisement. Les murs étaient endommagés, les maisons en ruine, les blessés omniprésents. Il n'y avait aucune illusion de triomphe au sens habituel. Ce qui demeurait, c'était la survie et la conscience de son prix. À l'extérieur de Koszeg, l'armée ottomane poursuivit sa route, redirigeant sa puissance ailleurs. La route vers Vienne fut fermée pour cette année-là. La grande confrontation que l'Europe redoutait n'eut pas lieu, non parce que l'Empire manquait de puissance, mais parce que le temps s'était épuisé. Pour Koszeg, l'enjeu n'a jamais été de vaincre une armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Il s'agissait de forcer cette armée à s'arrêter, à réfléchir et à choisir. Et en fin de compte, ce choix redessina l'ensemble de la campagne. Koszeg n'a pas mis fin à la guerre. Elle a accompli quelque chose de plus discret et de plus durable. La lutte entre l'Empire ottoman et les Habsbourg se poursuivit pendant des décennies. Les armées marcheraient à nouveau, des villes tomberaient, les frontières se déplaceraient encore et encore. Mais après 1132, une vérité s'imposa clairement. Même les campagnes les plus puissantes pouvaient être perturbées par des lieux
qui refusait de disparaître selon le calendrier prévu. Koshcheg devint un point de référence, non pas à cause de la destruction, mais à cause de la retenue. Elle montra que le temps lui-même pouvait devenir une arme, non par l'éclat ou par une force écrasante, mais par la discipline, la patience et le refus de céder trop tôt. Pour Nicolas Juricic et ceux qui tinrent à ses côtés, il n'y eut aucun défilé. Ce qui demeura, ce fut la mémoire transmise, marquée, préservée. À Koshcheg, la sonnerie quotidienne de la cloche en vint plus tard à symboliser non pas la victoire, mais la survie. Et c'est pour cela que ce siège compte encore. Non parce qu'un empire fut vaincu, mais parce qu'un empire fut retardé. L'histoire célèbre souvent l'instant où les murs s'effondrent. Koshcheg nous rappelle que parfois, l'histoire bascule au moment où il ne tombe pas. Et en 1532, cela a suffi.